Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je suis tout seul parce que Brad il a encore un anniversaire. Tous les dimanches il a des anniversaires. Oui, il faut que je vienne tôt, il faut que je vienne truc. Et là c'est bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Aujourd'hui je vais être tout seul donc je vais faire un truc un peu plus court. Mais je vais vous faire les 5 choses qui se sont passées en Euroleague cette semaine et les 5 trucs à retenir. C'est parti. Le premier fait marquant de la semaine, c'est bien sûr Nigel Hayes-Davis qui a mis 50 points face à l'Alba Berlin. C'est nouveau record d'Euroleague qui était détenu précédemment par Shane Larkin qui en avait mis 49, donc il l'a battu de 1 point, sachant qu'en plus il a mis des paniers dans le garbage time entre guillemets parce qu'il y avait quand même plus de 30 points d'écart contre Berlin. Mais bon, son coach et son équipe ont tout fait pour qu'il batte ce record. Il l'a battu 50 points en Euroleague, c'est vraiment très très fort, ça n'a jamais été fait. Donc bravo à lui. Il fait 46 dévals, c'est aussi le record sur la saison. Son entraîneur n'était pas très content parce qu'il a eu aucune question sur ce record en conférence de presse. Il a un peu critiqué la presse turque qui ne mettait pas vraiment en avant. C'est vrai que c'est un record, forcément c'est historique puisque c'est un record, mais ce que je veux dire c'est que le record de points c'est quelque chose qui est beaucoup regardé. Les points, c'est l'essence même du basket, donc forcément battre ce record-là, ça aurait mérité un peu plus de battage médiatique. L'Euroleague a fait beaucoup de publications sur les réseaux, etc. sur ça, mais que la presse locale ne pose pas vraiment de questions, ça l'a un peu saoulé. Donc ça conforte Fenerbahçe dans leur dynamique de fin de saison. Ils sont en pleine bourre, ils sont actuellement 5e ou 6e, enfin à égalité en termes de classement avec l'Olympiakos, et ils sont à une victoire de la deuxième place. Donc c'est très très serré de façon de la deuxième à la 7e, 8e place. Ça se tient en 2 matchs. À voir, est-ce qu'ils peuvent essayer de rentrer dans le top 4, gratter l'avantage du terrain. Ils ont une très bonne dynamique. Ils jouent les fesses chez eux et ils se déplacent à l'Olympiakos sur les 2 derniers matchs. Donc ça va être chaud, surtout à l'Olympiakos. Les fesses, on va en parler plus tard, mais qui pour l'instant est dans le play-in, donc il y a beaucoup de choses à jouer aussi sur ce match-là. Donc ça va être intéressant de les suivre. A noter que, donc on l'a déjà dit, le Fenerbahçe c'est une équipe hyper offensive, hyper spectaculaire. On les a vus avoir des orgies d'adresse à 3 points. C'est la première équipe au rating offensif. C'est la deuxième équipe qui prend le plus de tirs à 3 points derrière Baskonia. Ils prennent 28 tirs à 3 points par match. Et c'est la deuxième équipe également au pourcentage à 3 points. Ils sont à 39,4%, donc presque 40%. Derrière, une autre équipe dont on parlera plus tard qui est au-dessus de ce pourcentage au tir à 3 points, ce qui est vraiment énorme. 40% quasiment pour une équipe, c'est vraiment très très difficile à faire. Donc voilà, le Fenerbahçe à suivre. Je pense pas qu'ils feront le Final Four, mais je pense que ça va donner une grosse série de playoffs en fonction de qui ils vont rencontrer. Le deuxième fait marquant, enfin c'était plutôt un match, c'était le match entre Bologne et le Panathinaikos. Un match qui a tenu toutes ses promesses, qui a mis un peu de temps à se mettre en route, mais sur la fin de match, c'était vraiment très très fort. Ça s'envoyait des gros tirs, que ce soit Kostas Floukas, Ife Lundberg, Kendrick Nunn. Enfin, ça envoyait des tirs dans tous les sens. Tornike Shengelia aussi qui a remontré son niveau vraiment. Je pense que là, il commence à revenir en forme. C'est peut-être un peu tard, mais bon, qu'on avait vu sur le début de saison, il fait 25 dévals, il a été au scoring, il a été à la passe, il a été présent en défense. Donc voilà. Il a ramené, c'est lui qui a ramené parce qu'il y avait quand même un gros écart pour le Pana. C'est lui qui a ramené Bologne dans ce match-là. Mais sur la fin de match, il y a eu un homme, je vais vous mettre la vidéo, Kendrick Nunn, qui met un tir difficile, comme il en a le secret, pour gagner le match. Donc gros tir. Dans un match qui a été complet pour lui, il fait 16 points, 5 rebonds, 5 passes, 18 d'évaluation, mais le tir de la gagne, le tir le plus important, c'est lui qui l'a mis. Et il a été bien secondé par Kostas Floukas qui met 20 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 interception, 21 dévals. Et par Jerian Grant aussi qui fait un très bon boulot all-around en défense, dans la passe, au rebond, etc. Et aussi un peu dans le scoring. Donc Bologne qui a remontré un peu son visage qu'on avait pu voir sur le début de saison, c'est-à-dire fort défensivement, surtout en deuxième mi-temps, ils avaient tendance à laisser un peu filer en première et puis resserrer les boulons en deuxième. Là, ça a été aussi le cas. C'était plus compliqué forcément défensivement sans un des meilleurs défenseurs, Isaiah Cordinier. À noter que Hackett est revenu, Ife Lundberg a mis des tirs, mais voilà, ça s'est joué vraiment sur ce tir de Kendrick Nunn. Bologne qui donc est dans le play-in, ça va être très difficile pour eux de sortir de repasser sur les playoffs dans le top 6, même s'ils sont que à 1 ou 2 matchs je crois, mais bon il reste que 2 matchs, ça va être compliqué. Donc Bologne qui malgré tout ont fait une super saison mais sont un peu effondrés sur la fin. Ça peut être cruel s'ils tombent sur une grosse équipe sur le play-in et on va voir que sur le play-in il y a du monde derrière. Donc juste un petit point statistique, le Panathinaikos est la première équipe au defensive rating, donc c'est une équipe qui a trouvé vraiment une identité défensivement, qui se bat sur tous les ballons. Et le premier à incarner cet état d'esprit, c'est bien sûr Mathias Le Sort, qui est 4e à l'évaluation sur l'Euroleague, donc il fait une saison digne de MVP. On sait très bien que ce sera Mike James le MVP, mais voilà, une grosse saison de Mathias Le Sort qui confirme être parmi les meilleurs pivots d'Euroleague.
par son côté touche à tout, parce que c'est pas le meilleur des scoreurs, c'est pas le meilleur rebondeur, c'est pas le meilleur contreur, mais il fait un peu de tout et il le fait toujours à tous les matchs, il est hyper régulier. Donc voilà, bravo pour sa saison. Le troisième fait de cette 31e journée, c'est que le play-in est toujours très très chaud. Il y a 4 équipes qui sont donc en dehors du play-in. Ce sont Valence, Kaunas, Partizan, Milan à 14-18. Il y a l'Efes qui est passé donc à 15-17 qui est passé 10e. Et il y a le Bayern à 13-19 qui est en dessous de toutes ces 4 équipes. Donc ils doivent être 14e ou 15e. Donc pour eux ça va être compliqué. Il va falloir qu'ils gagnent les 2 matchs et que devant tout le monde se dégringole. Sachant qu'à mon avis il y a des gens qui se rencontrent. Donc ce ne sera pas possible. Je pense qu'ils sont éliminés du play-in officiellement. Derrière donc l'Efes qui a battu Baskonia de presque de 20 points. Baskonia qui a aussi fait une fin de saison un peu compliquée. Sur le dos encore une fois de Shane Larkin. Shane Larkin qui est le meilleur à l'évaluation sur la saison d'Euroleague, ça se croise avec Mike James à chaque fois, mais là il a fait un gros match, 28 points pour lui, et dans la victoire justement pour propulser les Fesses en play-in, en tout cas pour cette journée. Là où c'est un peu plus inquiétant pour les Fesses, c'est qu'ils sont 3e au rating offensif, on sait que c'est une équipe qui a beaucoup de talent offensif, mais par contre ils sont derniers au rating défensif, et on se demande jusqu'à où on peut aller avec une identité de jeu comme ça. Donc en vrai, quand tu es les Fesses Istanbul, que tu as l'effectif que tu as, est-ce que faire un premier tour de play-off, c'est ton objectif? Je ne pense pas. Donc franchement, saison ratée, même s'ils font le play-in, et que même s'ils sortent du play-in, ce qui n'est pas dit, pour moi c'est une saison ratée, et à voir ce qu'ils vont faire pour les saisons prochaines, parce que clairement le noyau qui a gagné les titres il y a quelques années de ça, et en bout de course il va falloir repenser et reconstruire le futur. Donc sur toutes les équipes que je vous ai citées, le Bayern a perdu, Milan a perdu du coup contre Kaunas qui fait un super match, et surtout Edmond Sumner, franchement qui fait une grosse fin de saison, qui fait un énorme match en termes d'adresse. Il met seulement 17 points, mais il fait 4 sur 4 à 2 points, 2 sur 2 à 3 points, 3 sur 4 relancés, ça le met à 28 d'évaluation. Il a été bien secondé par Keenan Evans, par Laurinas Biroutis, par Giedraitis aussi qui a mis des gros tirs, mais Milan qui a été un peu short. Voilà, Milan, moi, on en a déjà parlé, c'est une équipe qui pour moi me déçoit énormément, mais en même temps c'est avec des joueurs qui font un peu les stars, on va dire. Je parle surtout de Shabazz Napier, Mirotic qui fait ce qu'il peut, Shaban Shield aussi, mais bon, c'est un peu vieillissant, je sais pas, il n'y a pas d'identité de jeu, et peut-être que le coach aussi est à remettre en cause sur ça. Du coup, on parlait de Kaunas, et Kaunas, c'est, vous l'avez deviné, la meilleure équipe au pourcentage à 3 points de l'Euroleague. Ils sont à 39,9%, donc ils sont presque à 40% en tant qu'équipe à 3 points. On sait que chez eux, surtout, à un moment ou à un autre, tu vas prendre la pluie, comme disait Bradley. Souvent, ils vont mettre 3, 4, 5, 3 points d'affilée, et il faut pouvoir encaisser. Donc en général, il y a eu des matchs où ils avaient du retard, ça les ramenait dans le match, ou si jamais il y avait égalité, ils ont pris de l'avance. Là, c'est ce qui s'est passé, ils ont réussi à prendre de l'avance face à Milan sur des gros tirs de Giedraitis et de Edmond Sumner. Le Partizan, qui était 10e et donc qui avait la place du play-in, a perdu à domicile contre l'Olympiakos. L'Olympiakos, pas bon à prendre, moi je vous ai dit, je voulais annoncer finaliste, avec un énorme Nigel Williams-Goss. Qui fait 17 points, 3 passes et 5 interceptions, donc vraiment l'impact des deux côtés du terrain. L'Olympiakos, équipe très sérieuse. Le Partizan, qui pour le coup je trouve a développé du beau jeu offensif, de l'alternance intérieur-extérieur avec Kevin Punter, avec Bruno Caboclo, mais voilà, ils sont tombés face à plus fort qu'eux, et le problème du Partizan sur la fin de saison, c'est que il y a beaucoup d'équipes qui sont plus fortes qu'eux, malheureusement. Il y a toutes les équipes du top 7, on va parler du Maccabi aussi, mais qui sont sur des meilleures dynamiques. Le Partizan qui n'arrive pas à s'installer, et pourtant il y a eu la place. Là, c'est pas maintenant contre l'Olympiakos qu'il fallait se réveiller. Il y a eu des matchs avant qu'ils auraient pu prendre et qu'ils n'ont pas pris. Donc s'ils sortent du play-in, ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Le quatrième fait de cette 32e journée, c'est le Maccabi qui valide une 6e victoire consécutive. Donc c'est vrai que le Maccabi Tel Aviv, on n'y croyait pas trop personnellement. Enfin, je ne vais pas parler pour Bradley, mais je crois qu'il était d'accord avec moi. Moi, j'y croyais pas trop. Ils sont sur 6 victoires d'affilée. Ils sont à un match de la 5e place, donc à 2 matchs de la 2e place. Bon, là, il reste 2 matchs, ça va être impossible de toute façon de valider le top 4. Mais déjà, s'ils arrivent à sortir du play-in, ce serait fabuleux, puisqu'ils sont sur une énorme dynamique. Sur le dos de Wade Baldwin, qui est donc 3e à l'évaluation sur l'Euroleague. De Josh Nibo, qui est excellent au rebond offensif. Il nous sort des gros matchs à l'évaluation, sans trop scorer, mais vraiment, il a un tel impact. Et puis,
Je pense que c'est le mec qui va plus haut de l'Euroleague, et pourtant il y a des mecs qui vont haut, mais lui c'est vraiment abusé. Il y a Tyreek Jones aussi. Mais voilà, et de Bonzi Colson. Lorenzo Brown qui fait pas un mauvais match sur ce dernier match, mais qui est toujours en deçà de ce qu'on a pu voir de lui ces dernières saisons. Donc le Maccabi qui est dans une grande forme avec des seconds couteaux aussi qui apportent. On en a déjà parlé de Anthony Cleveland, Tamir Blatt, Di Bartolomeo et non pas Di Vincenzo. Donc le Maccabi à surveiller. C'est une équipe qui court énormément, ils ont le meilleur pace de l'Euroleague, donc ça veut dire que c'est eux qui jouent le plus de possessions, ça court, ça tire rapidement. Et pourquoi ils ont cette stratégie? Parce que c'est la meilleure équipe également au rebond offensif. On l'a dit avec Josh Nebo, mais il y a aussi Jake Cohen, il y a aussi Yazel Rivero qui a fait un très bon match. Donc ils ont beaucoup de gens qui vont chercher des rebonds offensifs. Ils ont Wade Baldwin qui est un arrière de grande taille aussi qui peut aller chercher du rebond offensif. Donc c'est une équipe qui court beaucoup, qui va tirer très très vite et qui va gagner par l'attaque. À voir défensivement est-ce que ça suit, parce que voilà, c'est une équipe qui score beaucoup, c'est la deuxième meilleure attaque derrière le Real de Madrid. Mais à voir est-ce que s'ils passent les play-in, est-ce qu'ils arrivent en play-off, est-ce que sur une série de play-off l'attaque va tenir. Et le dernier fait de cette 32e journée d'Euroleague, c'est Zanan Moussa et le Real de Madrid qui, avec une équipe complètement recomposée, il fallait voir le 5, il y avait Hugo Gonzalez, il y avait Carlos Alocen, il y avait Eli Ndiaye dans le 5, enfin voilà, ça a vraiment fait tourner, a réussi à battre l'Étoile Rouge de Belgrade qui s'est bien accroché, mais bon c'est quand même l'équipe B, voire C du Real de Madrid, il n'y avait pas Campazzo, il n'y avait pas Vincent Poirier qui était au repos, mais sur le dos de Zanan Moussa qui fait 30 points, 4 rebonds, et donc 40 d'évaluation. S'il n'y avait pas eu le match de Nigel Davis, je pense qu'on aurait un peu plus parlé de lui, mais voilà, qui a fait un gros match, qui a mis le Real sur son dos. À noter que donc le Real est deuxième meilleure attaque au rating et deuxième meilleure défense au rating. C'est la meilleure équipe au rebond, au contre et au passe. Donc même si on a eu l'impression, et notamment moi, qu'ils ont un peu ralenti sur la fin de saison, ça montre vraiment la domination qu'ils ont eu sur cette saison régulière, parce que voilà, pour être premier dans ces catégories statistiques, alors pardon, rebond contre passe premier, et deuxième au defensive rating, deuxième au offensive rating, c'est vraiment une saison monstrueuse. Il reste 2 matchs pour eux, ils ont validé leur première place de toute façon, donc ils vont attendre de voir ce qui se passe au play-in pour connaître leur adversaire. A noter que Gershon Yabusele, qui est un poste 4, qui est surtout connu pour ses qualités physiques et athlétiques, est à 50% à 3 points sur la saison. Donc ce sera à suivre ça aussi sur les phases de playoff et de Final Four. Je ne veux pas dire éventuellement parce que je pense qu'ils seront au Final Four quand même. Est-ce qu'il va pouvoir garder cette efficacité? En tout cas le Real, s'ils arrivent au complet sur les phases finales, ça va être très très compliqué d'aller les chercher, même si il y a des équipes qui peuvent y aller. Et je pense que l'Olympiakos, le Pana en font partie. Le Fener, ce sera un peu short, mais voilà. Et Monaco, pardon. Monaco, je pense que c'est un petit peu en dessous du Pana. Ah, mais il y a le Barça aussi. Oh là là, il y a tellement d'équipes. Voilà, pour moi, il y a 5 grosses équipes. Pana, Olympiakos, Monaco, Real et Barça. Donc du coup, les places au Final Four vont être très très chères. Mais c'est pour ça qu'on regarde l'Euroleague. Voilà, c'était une petite vidéo plus rapide que d'habitude parce que j'étais tout seul, mais il fallait quand même faire un épisode de QLS parce que, bon, il s'est passé des choses quand même cette semaine. A noter qu'il s'est aussi passé un event à Paris, tournoi d'Euroleague, enfin bref, un truc de 3-3. J'en ai marre là de pas être invité. Je suis seul à faire des contenus Euroleague en France. Carré, ça invite tous les influenceurs. Moi, je suis là, je suis chez moi. Je ne comprends pas. C'est mon coup de gueule, j'en ai marre. Donc maintenant, je vais commencer à faire des contenus bidons pour gagner des followers. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de QLS. Et n'oubliez pas, vous pouvez suivre, partager, suivre sur mes réseaux, donner de la force, partager, liker la vidéo, commenter, débattre avec nous si vous avez des idées, si vous avez des équipes, vous n'êtes pas d'accord avec nous, que vous pensez qu'ils vont aller plus loin ou qu'ils vont s'effondrer. On attend vos avis en commentaire. Allez, à la semaine prochaine.